Bonjour, nous allons nous intéresser au chapitre sur la réfraction et la dispersion de la lumière. Il y aura deux parties, partie 1 et partie 2. Nous commençons par la partie 1. Avant de commencer, plusieurs choses que nous connaissons déjà, c'est que premièrement, la lumière se déplace en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. La vitesse de la lumière dans l'air et le vide est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Du chapitre précédent, on sait que la lumière est composée d'un ensemble de radiations lumineuses caractérisées par une longueur d'onde, qui sont dans le domaine visible comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et puis aussi que la lumière, en passant dans un prisme, est décomposée. On a deux questions auxquelles il faut répondre dans ce chapitre. C'est qu'est-ce qui se passe quand la lumière passe d'un milieu à un autre milieu transparent? Et puis deuxièmement, comment arriver à expliquer que la lumière est décomposée par un prisme? Premièrement, la réfraction de la lumière, qu'est-ce que c'est? Un exemple simple, c'est le crayon qu'on va mettre dans l'eau. On a l'impression que le crayon est tordu, que la partie qui est dans l'eau immergée a l'air de ne pas suivre la partie qui est dans l'air. Donc ça, c'est typiquement un problème de réfraction. Et la définition de la réfraction, une définition qu'il faut connaître, c'est que la réfraction, c'est le changement de direction de propagation d'un faisceau lumineux passant d'un milieu de propagation à un autre milieu de propagation. Pour comprendre le phénomène, on va s'intéresser aux lois de Snell-Descartes et tout d'abord on va commencer par schématiser la situation. Donc on va avoir un faisceau lumineux qui se propage dans l'air et qui va rentrer dans l'eau. Donc sur le schéma, le faisceau lumineux part du point S, il arrive avec un angle d'incidence que j'appelle I1, angle par rapport à la normale, par rapport à la surface de séparation. Donc on a la surface entre l'air et l'eau. On trace une droite perpendiculaire à cette surface de séparation. Donc le rayon part de S, arrive en I, et ensuite passe dans l'eau, mais simplement la trajectoire est différente et entre dans l'eau avec un angle qu'on va appeler angle réfracté qui va être I2. Donc il ne sera pas le même que l'angle I1. Donc les lois de Snell-Descartes ont été établies par ces deux personnes, Descartes et Snell, au XIXe siècle. Ce qui était intéressant, c'est que ces deux personnes ont travaillé chacun de leur côté, mais ont abouti aux mêmes conclusions. Donc les trois lois. Premièrement, c'est que les rayons incidents, réfractés et la normale sont toutes dans le même plan. Tout va se passer dans un plan. Deuxième loi qui est assez simple, c'est que les rayons incidents réfractés sont situés de part et d'autre de la normale. La troisième loi, c'est la plus importante, la célèbre loi de Snell-Descartes, c'est-à-dire que N1 fois sinus de l'angle I1 est égal à N2 fois sinus de l'angle I2. Alors qu'est-ce que c'est que ce N1 et N2? N, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction d'un milieu. N, c'est un nombre qui est sans unité, qui sera toujours plus grand que 1. À savoir que l'indice de réfraction de l'air c'est égal à 1, l'indice du verre je crois que c'est à peu près 1,5. En fait chaque milieu transparent va être caractérisé par son indice de réfraction. Comment on peut déterminer un indice de réfraction? Alors ce qui est intéressant c'est que déjà si on voulait tracer I1 et en fonction de I2, on s'apercevrait qu'on n'aurait pas une droite qui passe par 0. I1 et I2 ne sont pas du tout proportionnels. En revanche, d'après la troisième loi, on s'aperçoit que si on trace sinus de I2 en fonction de sinus I1, on retrouve une proportionnalité. On a bien une droite qui passe par 0. Si je reprends la troisième loi, et si j'exprime sinus I2 en fonction de sinus I1, je vais avoir donc sinus I2 est égal à N1 sur N2 fois sinus I1. Et ce qui va être intéressant, c'est que la pente de la courbe, si je fais le rapport de sinus I2 sur sinus I1, va me donner tout de suite les indices de réfraction, le rapport de N1 sur N2. Alors il y a un cas qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler l'angle limite et la réflexion totale. Alors pour expliquer un peu le principe, on va s'intéresser par exemple au rayon qui est rentré dans le prisme, par exemple donc un prisme qui serait fait en plastique, en plexiglas. Donc le rayon est dans le prisme et va ressortir dans l'air. L'indice de réfraction de l'air c'est 1, l'indice du plexiglas ça sera 1,4 et on va s'apercevoir que l'angle I1 qui se trouve dans le prisme est plus petit que l'angle I2. Alors ce qui va être intéressant c'est de voir que si on augmente l'angle I1,
il y a un moment où l'angle I2 va faire un angle droit par rapport à la normale. Ça veut dire qu'en fait, le rayon va rester dans le verre sans pouvoir sortir dans l'air. Alors l'angle limite, I1 limite, c'est-à-dire c'est l'angle maximal que doit avoir le rayon incident par rapport à la normale pour que l'angle I2 fasse un angle de 90 degrés. Donc si on fait les calculs dans le cas d'un rayon qui est dans le prisme, et donc avec un indice de 1,4 et puis l'air derrière, l'angle limite va être donné par ce calcul. Donc on va avoir sinus I1 limite, c'est égal à N2 sur N1 sinus I2. Quand on fait les calculs, ça nous donne une valeur du sinus qui est égale à 0,71, et ce qui nous donne un angle I1 limite de 45 degrés. Ce qui veut dire que tous les rayons qui vont arriver avec un angle supérieur à 45 degrés ne pourront pas passer dans l'air. Donc ils vont tous rester dans le prisme. C'est exactement comme si on va avoir un rayon qui va se retrouver coincé à l'intérieur du prisme sans pouvoir ressortir. Ce qui va être intéressant, c'est que le rayon incident, il n'est pas absorbé par le prisme, mais par contre, il va être complètement réfléchi. Et le rayon réfléchi, ce qui va être aussi caractéristique, c'est que l'angle I de réflexion va être le même que l'angle incident. Voilà pour la fin de la première partie.